sommes en milieu d'après-midi, le 31 octobre 1994. Un quart d'heure plus tôt, le vol American Eagle 184 a décollé d'Indianapolis dans l'Indiana à destination de Chicago. Il y a 68 personnes à bord. Joyeux Halloween, cowboy. Merci. Au milieu d'une zone nuageuse, l'avion traverse des turbulences. Je vais les clouer dans leur siège. Vu comme ça se coud, inutile de prendre des risques. Le commandant de bord s'appelle Orlando Aguiar. Normalement, il devrait être en congé, mais il s'est porté volontaire pour assurer ce vol afin de gagner un peu plus d'argent. Sa femme attendant leur deuxième enfant. Demande à passer au-dessus. Est-il possible que le vol 184 monte à 16 000? Autorisé à monter à 16 000. L'OPL, l'officier pilote de ligne Jeff Gagliano, qui est aux commandes sur cette portion du trajet, programme le pilote automatique pour monter à une altitude où les turbulences sont moindres. Jeff travaillait dans le ranch de son papa dans le Wisconsin, juste avant de faire ce vol le jour d'Halloween. L'équitation et l'aviation, c'était les deux choses qu'il aimait le plus. L'avion, un ATR-72, est un turbopropulseur révolutionnaire de fabrication française. Présentant un bon rapport coût-performance et très confortable, il est fréquemment utilisé pour les vols court courrier. Ce trajet est d'ailleurs une des 5 petites étapes au programme de l'équipage ce jour-là. Amanda Holberg effectue sa première journée de travail en tant qu'hôtesse pour la compagnie American Eagle. Elle fait équipe avec une collègue chevronnée, Sandy Modaf. Orlando Aguiar et Jeff Gagliano ont fait ce vol un nombre incalculable de fois. Ils le connaissent par cœur. Quand on fait Indianapolis-Chicago, on traverse un des espaces aériens les plus encombrés du monde. À l'approche de l'aéroport OR de Chicago, les pilotes entament la descente qui va les conduire à 10 000 pieds, un peu plus de 3000 mètres. Chicago Centre, autorisé à 10 000 pieds à discrétion. On est en descente. 184 reçu. À Chicago, la contrôleuse Michelle Willman revient de sa pause. Toujours en formation, elle travaille sous la surveillance d'un instructeur. On lui indique que le trafic arrivant pourrait être retardé à cause de la météorologie et qu'elle doit donc être prête à mettre des avions en circuit d'attente. À OR, les vols entrants et sortants sont gérés par degré de priorité. Le premier arrivé n'est donc pas forcément le premier servi. Les vols internationaux qui arrivent sont prioritaires pour des raisons de carburant. Puis vient le tour des turbopropulseurs. Eagle 184, attendez au sud-est de Victor 7. Chicago Centre, attendons au sud-est de Victor 7. Eagle 184. Le vol 184 est placé dans un circuit d'attente au-dessus du nord-ouest de l'Indiana. L'équipage n'a pas grand-chose à faire en attendant de recevoir l'autorisation d'atterrir de la part de l'aiguilleur du ciel. Vous voulez quelque chose? Pas moi. De la musique? Ça bosse dur. On se la coule douce. L'avion cabre pas mal en virage. On se fait vraiment balloter. Je mets les volets à 15? Baisse le nez. D'accord. Ça va donner de l'élan à Sandy. À plus. Ok. L'équipage doit signaler ce retard à la compagnie.
car il pourrait bousculer le planning du reste de la journée. Les pilotes envoient des messages en format texte aux agents d'opération afin de ne pas accaparer les fréquences radio. J'indique le carburant restant. Oui. Espace FUEL. Combien? On a 1630 kilos. Je suis sûr qu'en sortant du circuit d'attente, on va avoir droit à une alerte sur vitesse. Je ne tiens plus. On tourne en rond. On a plein de carburant, donc ça peut durer longtemps. Alors, vieux, Quoi? je m'occupe des filles. Donc si je reviens pas d'ici 15-20 minutes, Tu sauras pourquoi. je t'appellerai juste avant l'atterrissage. Mais non, j'arrive. Pas de nouvelles de la petite contrôleuse? Non, pas un mot. Eagle 184, descendez et maintenez 8000 pieds. Descendons à 8000, Eagle 184. Eagle 184, vous devriez avoir l'autorisation d'entrer dans la procédure d'ici une dizaine de minutes. Merci. L'avion est autorisé à descendre. On sort du circuit? Non, on descend à 8000. Puis une alarme se déclenche. Ah, je le savais. L'avion va trop vite pour voler avec ses volets sortis. J'essayais de rester à 180 nœuds. Jeff Gagliano rentre donc les volets. Mais un bruit bizarre se fait alors entendre à travers le fuselage. Soudain, le manche braque violemment à droite. Impossible de le débloquer. L'avion tombe comme une pierre. Les pilotes reprennent petit à petit le contrôle. Puis tout recommence. Todo. Terrain redressé. Terrain redressé. Todo. Terrain redressé. Terrain redressé. Le vol 184 s'est écrasé dans un champ non loin de Roselawn dans l'état de l'Indiana. Les deux pilotes, les deux hôtesses de l'air et les 64 passagers ont trouvé la mort. Ce drame va s'avérer un des plus importants de l'histoire de l'aéronautique, car il va amener les enquêteurs à reconsidérer les causes de plusieurs autres accidents et incidents survenus par le passé. Le matin suivant le crash, une équipe du NTSB, l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse, arrive sur place. Greg Feist dirige l'enquête. Le matin de notre arrivée sur les lieux de l'accident, il faisait froid, le ciel était couvert, la journée était humide et il y avait du crachin. On sentait que le jet A, le carburéacteur, comme il y avait de la boue et qu'il faisait humide, cet arôme de saleté persistait. Toutes ces odeurs nous rappelaient des émotions, mais malgré tout, il fallait traverser le champ pour commencer à travailler. Le champ étant imprégné de carburéacteurs, de liquide hydraulique et jonché de morceaux de cadavres, il est déclaré zone à risque.
Le vol 184 faisait partie de ces accidents où il ne reste presque rien de l'avion. Grâce à la façon dont les débris sont éparpillés, les enquêteurs savent comment l'ATR a percuté le sol. Les fragments étant disposés en éventail sur une surface très vaste, on savait que la chute avait démarré à basse altitude, mais qu'elle s'était déroulée à très grande vitesse. Les deux enregistreurs de l'avion sont retrouvés intacts dans la queue et expédiés au laboratoire pour analyse. Les données qu'ils ont en mémoire contiennent peut-être les indices dont les enquêteurs vont avoir besoin pour élucider le mystère. Mais leur récupération sera longue. En attendant, les enquêteurs cherchent l'emplacement d'éléments clés de l'épave. Les premières choses qu'on cherche, ce sont les quatre coins de l'appareil. Au NTSB, c'est le travail de Robert Swem. On cherche le nez, la queue et les extrémités des deux ailes. Parce que quand on arrive à savoir où ils se trouvent, on sait à peu près si le pilote contrôlait ou non son appareil. Les quatre coins sont éloignés les uns des autres. Le nez et le poste de pilotage sont totalement détruits. C'est ce qui permet de conclure que l'avion est tombé le nez en premier, suite à une chute entamée à basse altitude et à grande vitesse. Tout doux! Tout doux! Le fait que l'avion ne descendait pas à la verticale avant l'impact indique que les pilotes exerçaient un semblant de contrôle dans les secondes précédant l'accident. Ils ont tout simplement manqué de place pour redresser. Redresser. Robert Swem a récupéré quelques instruments de bord, dont l'indicateur directeur d'assiette appelé aussi horizon artificiel. Cet instrument capital indique aux pilotes s'ils volent en palier. S'il ne fonctionnait pas correctement, il a pu les induire en erreur et leur faire faire une mauvaise manœuvre. On avait une idée assez précise de l'assiette de l'avion à l'impact. Donc ça pouvait énormément nous aider de savoir si les pilotes avaient eu la même perception du vol que nous. Éteignez, s'il vous plaît. Un grand nombre d'instruments dans le poste de pilotage sont partiellement recouverts d'une peinture fluorescente ou de quelque chose de similaire. Quand deux éléments d'un même appareil entrent en contact, un peu de cette peinture se dépose de l'un sur l'autre, et à la lumière noire, on distingue ces traces invisibles à l'œil nu. J'ai une bonne empreinte ici. La violence de l'impact a laissé des éraflures minuscules sur les instruments abîmés. Robert Swem suppose que l'indicateur d'assiette fonctionnait. Sa dernière lecture indique que l'ATR était en train de se mettre en palier, et il affiche bien la position qu'avait l'avion au moment de l'impact. Ça indiquait que les instruments de vol dont les pilotes se servaient fonctionnaient correctement. Ils avaient donc les moyens de piloter. En clair, les pilotes savaient que leur avion fonçait vers le sol. Greg Feist commence à se faire une idée plus précise des dernières secondes du vol. Il veut désormais connaître l'historique du vol. L'enquête devait bien sûr s'intéresser au contrôle aérien. Eagle 184 attendait au sud-est de... Greg Feist apprend que le vol 184 est resté en circuit d'attente au sud-est de Chicago pendant 39 minutes avant l'accident. En étudiant les dossiers du contrôle aérien, on a découvert que le débit, le nombre d'avions qui arrivaient à l'aéroport, avait dû être réduit en raison des conditions météo. Excusez-nous pour ce retard. Nous avons découvert qu'une des contrôleuses était relativement nouvelle et qu'elle était en formation. Une personne inexpérimentée a-t-elle mis en péril le vol 184 ? Greg Feist s'intéresse également aux conditions météorologiques qui régnaient sur le circuit d'attente. Je veux les bulletins météo, les rapports des pilotes, les conditions atmosphériques, les observations du radar Doppler, tout.
vol 184 n'était pas le seul à attendre à côté de l'aéroport O'Hare ce jour-là. Plusieurs avions patientaient, mais tous se sont posés sans problème. Les interrogatoires des pilotes de certains de ces appareils fournissent un indice important. L'un après l'autre, ils ont été victimes de givrage, jusqu'à 18 mm d'épaisseur. Beaucoup de pilotes signalent le même phénomène. Marsha Politovic, qui travaille au NCAR, le Centre national de recherche sur l'atmosphère, est une des spécialistes du givrage et des dangers qu'il crée en aéronautique. Il change la forme des ailes pendant le vol, donc il crée de la traînée. Il réduit la portance, il provoque des problèmes au niveau des performances et de la maniabilité. Bref, mieux vaut l'éviter. En étudiant les bulletins météorologiques du jour de l'accident, les enquêteurs décèlent une répétition troublante. Des bulletins ont bien signalé du givrage sur un front froid près de Chicago, mais ils n'évoquent qu'un givrage faible à modéré. La taille du turbopropulseur a-t-elle joué un rôle? Les gros avions de ligne volent généralement au-dessus des conditions difficiles qui règnent à l'intérieur d'un nuage. Mais l'ATR-72 n'en est pas capable. Un petit avion de tourisme ne vole pas aussi haut, donc il reste dans la zone de givrage plus longtemps. Et s'il n'a pas de système de dégivrage, en cas de problème, il peut manquer de puissance pour sortir de cette zone. Les enquêteurs découvrent que le circuit d'attente du vol 184 lui a fait traverser de manière répétée des couches de nuages où à chaque fois il s'est retrouvé exposé à des conditions givrantes. Le matin de l'accident, Steven Frederick a décollé de Chicago et traversé la même zone de mauvais temps. À chaque fois que j'ai traversé ce front froid ce jour-là, le givrage a empiré et ça m'a de plus en plus inquiété. Il demande à son commandant de bord de transmettre une alerte météo pour avertir les autres pilotes du danger. J'ai découvert peu de temps après que le commandant n'avait pas donné suite et qu'on n'avait donc pas notifié aux autres pilotes les risques de givrage. Rien n'est aussi terrible que ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Greg Feiss sait que les aiguilleurs du ciel ont placé plusieurs avions en circuit d'attente, mais aussi que tous se sont posés sans difficulté. Cela signifie que la contrôleuse n'a pas mis le vol 184 en danger et qu'elle a agi correctement en fonction des renseignements météorologiques dont elle disposait. Un des problèmes du contrôle aérien, c'est que l'aiguilleur du ciel ne peut pas, en regardant son écran radar, repérer les zones de précipitation ou de givrage. Il ignore dans quelles conditions météo un avion vole, à moins que les pilotes ne les lui signalent dans le rapport du pilote. Et dans le cas du vol 184, comme l'équipage n'avait pas transmis ces renseignements, la contrôleuse ne pouvait pas savoir qu'il y avait du givrage. Greg Feiss et son équipe se demandent si les pilotes se sont ou non rendus compte qu'ils volaient dans des conditions de givrage. L'enregistreur phonique répond à sa question. Vous voulez quelque chose? Pas moi. De la musique? Ça bosse dur. On se la coule douce. Alors, vieux? Je m'occupe des filles. De prime abord, l'équipage semble faire preuve de laisser-aller et d'indiscipline. L'OPL écoutait de la musique et beaucoup de comportements n'étaient pas à service-service. Un des éléments les plus litigieux consistait à savoir dans quelle mesure ça avait affecté l'efficacité et la vigilance de l'équipage par rapport à la situation qui se préparait. Ça va bien mieux avec les volets à 15. Ouais. Ça commence à givrer. Je suis sûr qu'en sortant du circuit d'attente... Mais 9 minutes avant l'accident, les pilotes ont remarqué que l'avion se chargeait de givre. Ils étaient donc conscients de voler dans une zone à risque. Pas de nouvelles de la petite contrôleuse? Non, pas un mot. Puis, 2 minutes avant l'accident, une autre remarque attire l'attention des enquêteurs. Il y a toujours du givre.
Je vois ce que tu veux dire. Les pilotes avaient donc bien remarqué le givre. À charge pour les enquêteurs de savoir quelles mesures ils ont prises pour y remédier. L'ATR-72 étant équipé de systèmes de dégivrage performants, il est capital de savoir si les deux pilotes les ont utilisés. Cette fois, c'est l'enregistreur de paramètres qui apporte la réponse. Presque 17 minutes avant l'accident, quelque chose a déclenché le master warning. Cette alarme peut signaler un problème dans un des systèmes embarqués, mais elle peut aussi indiquer que le détecteur de givrage a repéré la présence de glace. L'enregistreur de paramètres indique qu'en réponse à cette alarme, le commandant de bord a allumé le dégivrage et l'a mis sur maximum. Au NTSB, Charlie Pereira se penche sur le fonctionnement de l'ATR-72. Le détecteur de givrage s'était déclenché, les pilotes l'avaient entendu et ils avaient allumé les systèmes de protection. Donc au moment de l'accident, le dégivrage fonctionnait. L'enregistreur de données indique qu'après avoir branché le dégivrage, le commandant Agouillard a légèrement poussé la manette de puissance vers l'avant pour faire accélérer l'avion. La vitesse R au niveau des ailes s'est donc accrue pour éviter la formation de glace. En conclusion, les pilotes ont donc fait tout le nécessaire afin d'empêcher l'apparition du givre. Reste donc à savoir si le système de dégivrage fonctionnait correctement. Les débris de ce système se retrouvent dès lors au centre de l'enquête. L'avion a été conçu en France par un avionneur franco-italien, tout comme le système de dégivrage. Les composants ont été fabriqués par des petits sous-traitants français installés un peu partout et ils ont été ensuite assemblés à Toulouse sur l'avion. Robert Swaim se rend donc en France avec les fragments du système de dégivrage. Voici les débris du vol 184. L'élément clé du dégivrage n'est pas le dégivreur pneumatique en caoutchouc noir qu'on voit sur les ailes, mais les minuteries et les électrovannes qui sont à l'intérieur de l'avion et qui contrôlent ces boudins en caoutchouc. La violence de l'impact a laissé des signes révélateurs qui indiquent la position des électrovannes au moment du choc. Robert Swaim les compare au plan d'origine. Quelque chose sort de l'ordinaire? C'est une nouvelle impasse. Le système de dégivrage de l'ATR fonctionnait correctement. Merci de votre aide. Les enquêteurs sont perplexes. Ça commence à givrer. Puisque les pilotes savaient qu'il y avait du givre sur les ailes, et puisque le dégivrage fonctionnait, pourquoi l'avion est-il tombé? Pensant pouvoir répondre à cette question, certains pilotes décident de parler. Cette décision va faire basculer l'enquête. Trois semaines après l'accident, Steven Frederick, alors employé chez American Eagle, distribue une mise en garde expliquant que la flotte d'ATR-72 de la compagnie est vulnérable en cas de givrage. On peut y lire que des pilotes maison ont imploré American Eagle et les organismes de contrôle de prendre des mesures. En vain. J'ai rédigé un tract et je l'ai distribué à l'aéroport de Chicago pour mettre en garde les passagers vis-à-vis des problèmes liés à l'ATR. Je voulais interpeller le grand public pour que les choses bougent, parce que rien ne se passait. Steven Frederick n'est pas seulement concerné par l'accident du vol 184 à titre professionnel. Jeff Gagliano était son ami. Ils avaient passé leur diplôme dans la même école.
Et sa mort l'attriste profondément. Il avait dit une fois qu'il se tuerait sûrement à bord d'un ATR à cause du givre. Ça a été sinistrement prophétique. Un mois après le drame, le mécontentement des équipages vis-à-vis de la navigabilité de l'ATR s'accroît encore un peu plus. Une douzaine de pilotes refusent purement et simplement de travailler en cas de mauvais temps, si bien que la compagnie est obligée d'annuler des vols. Steven Frederick fait quant à lui monter la pression d'un cran en révélant son inquiétude dans une émission diffusée sur une chaîne du câble. On nous a dit qu'on se tuerait si on volait trop lentement, parce qu'en cas de givrage, l'avion a une fâcheuse tendance à échapper à tout contrôle. En revenant au travail après cette émission, j'ai écopé sommairement d'une suspension sans solde. Le tollé provoqué dans le grand public incite les enquêteurs à se demander si l'ATR 72 est dangereusement vulnérable au givre. Merci. Charlie Pereira se rend donc chez Aérospatiale pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'avion. On a fait des recherches pour identifier tous les incidents de contrôle de roulis sur ATR 42 et ATR 72. Et il découvre une répétition troublante. Après analyse, 5 de ces incidents se sont avérés similaires à celui de Roselawn. Un incident de ce genre s'était produit en décembre 1988 à Mossynie, dans le Wisconsin. Un ATR-42 d'American Eagle se préparait à atterrir dans des conditions de givrage au Central Wisconsin Airport. Cet avion effectuait son approche dans des conditions de givrage fort et de précipitations se congelant. Michael Bodak était aux commandes. On effectuait les 2 dernières étapes du voyage avant de terminer notre journée. On était en pleine descente et tout se passait normalement. Pas de givre, juste de l'eau. J'appelle le contrôle aérien pour signaler qu'on vire en rapprochement. J'entends ce bruit venant de la queue. Comme ça, de plus en plus fort. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et au départ, j'ai cru qu'une pale s'était détachée. On avait l'impression que le volant n'était plus relié à rien. L'avion décroche, ses ailes n'offrant plus suffisamment de portance pour le maintenir en l'air. Comme je n'arrivais à rien avec les commandes, j'ai poussé les manettes de puissance à fond. Les moteurs ont donné de la poussée et j'ai récupéré un peu de maîtrise. En clair, j'ai accéléré pour essayer d'enrayer le décrochage. L'avertisseur de proximité de sol annonçait « terrain, terrain ». Et je n'avais toujours pas repris le contrôle. Là, mon OPL m'a lancé « Redresse !» J'ai répondu « tour minute maxi ». Et il a augmenté le pas des hélices de 86 à 100%. Et aussitôt, on est sorti du décrochage. L'avion est alors à moins de 360 mètres du sol. Michael Bodak vient d'apprendre une leçon édifiante au sujet de l'ATR. Il n'y a eu aucun avertissement. On a décroché sans prévenir. Les avions sont équipés d'alarmes annonçant cet incident. Mais là, il n'y en a pas eu. L'alerte de décrochage a été le décrochage lui-même. D'autres pilotes ont eu moins de chance. Un ATR-42 d'une compagnie italienne qui traversait les Alpes en direction de l'Allemagne en octobre 1987 s'est écrasé en montagne, tuant les 37 personnes qui se trouvaient à son bord. Le givre avait été le principal responsable de l'accident, mais le rapport avait mis en cause les procédures de pilotage. Pour les enquêteurs, il est très important de s'intéresser à l'historique d'un avion pour déceler d'éventuelles tendances. Vos études ont-elles fait apparaître un défaut au niveau de l'aile? Charlie Pereira veut savoir si les concepteurs de l'ATR 72 peuvent expliquer pourquoi cet avion échappe brutalement à tout contrôle. Il est surpris de constater qu'ils savent que l'appareil est vulnérable au givrage.
Vous avez vu les paramètres de l'avion, où s'est formé le givre qui a provoqué l'accident. J'ai demandé à un de leurs aérodynamiciens les plus chevronnés, qui ne parlait pas un mot d'anglais, comment il voyait la forme et l'emplacement d'une accumulation de glace susceptible de provoquer le comportement que l'enregistreur de paramètres de Roslown faisait apparaître. Il a dessiné un profil d'aile, puis une petite tache juste en arrière des dégivreurs, et il a dit « c'est ça ». C'était ce qui avait provoqué le problème, au-delà des boudins. Charlie Pereira commence à comprendre de quelle manière le givre perturbe l'avion. S'il apparaît en arrière du dégivreur, l'équipage n'a aucun moyen de s'en débarrasser. Il y a toujours du givre. Et une toute petite quantité de glace peut avoir des effets dévastateurs. Elle perturbe la fluidité de l'écoulement de l'air sur l'extrat d'eau. Mais comment un tel amas peut-il se former en arrière d'un dégivreur? Les enquêteurs font appel à Marsha Politovic. Le NTSB nous a demandé notre aide pour étudier les conditions météorologiques. Ce travail montre que les pilotes du vol 184 ont vraisemblablement traversé un phénomène dont ils n'avaient jamais entendu parler. Un phénomène bien plus dangereux que le givre ordinaire. En se fondant sur les analyses météo, nous avons conclu que ce givrage était imputable à des grosses gouttelettes surfondues. Grosse est un terme relatif puisqu'elles ont la taille d'un cheveu. Les gouttelettes surfondues sont environ 100 fois plus petites qu'une goutte d'eau. Elles se forment au cœur des nuages d'orage, quand la température avoisine 0 degré. Mais elles ne gèlent pas tant qu'elles n'entrent pas en contact avec une surface solide, comme une aile d'avion. Le jour fatidique, les conditions météo étaient idéales pour ces gouttelettes. Tous les indices étaient réunis. Un nuage chaud sur le dessus de -8 à -12 degrés, de la bruine près du haut, probablement stimulée par un cisaillement de vent près du sommet du nuage, et très peu de glace à l'intérieur du nuage. À chaque tour dans son circuit d'attente, le vol 184 traverse des couches nuageuses contenant ces minuscules éléments mortels. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Les enquêteurs apprennent également que ces gouttelettes surfondues ont une manière bien particulière de s'amasser sur une aile d'avion. La glace ordinaire s'accumule sur les bords d'attaque, où les dégivreurs peuvent facilement la faire fondre. Mais les gouttelettes surfondues se comportent différemment. Elles frappent l'aile, puis glissent dessus avant de former du givre et de constituer une barrière en arrière des boudins, donc hors de portée du système de dégivrage. Si le vol 184 évoluait dans ce genre d'environnement, les gouttelettes ne se déposaient pas sur la surface couverte par le dégivreur. Elles passaient au-delà et gelaient sur la surface métallique. Depuis le poste de pilotage, les deux hommes voyaient difficilement leurs ailes. Ils n'avaient donc aucune idée du drame qui se préparait. En regardant par les fenêtres, ils ne voyaient que l'extrémité des ailes. Ils ne pouvaient pas voir l'extrat d'eau où la barrière de glace se formait. Pour Greg Feiss, l'enquête progresse. Son équipe pense savoir pourquoi le vol 184 s'est écrasé, mais sans pouvoir le prouver. Pire, ATR laisse entendre que l'accident de Roslown n'a pas été provoqué par une accrétion de glace, mais par un mauvais pilotage. Le NTSB pensait qu'il s'agissait d'un problème lié à l'appareil, et l'avionneur d'un problème lié au pilote, pas à son avion. Greg Feiss cherche alors à savoir si des ATR ont déjà eu des problèmes de givrage par le passé. Et il découvre des similitudes troublantes entre différents incidents dont certains remontent à plusieurs décennies. À l'aide des données des enregistreurs de paramètres, les enquêteurs analysent les mouvements des ailerons du vol 184
et les compare à ceux des autres avions victimes d'incidents. Il découvre qu'à chacun de ces vols, l'aileron s'est toujours braqué de la même façon. Il n'y a aucune action de la part des pilotes. On savait que tous ces ailerons étaient actionnés non pas par les pilotes, mais par l'écoulement de l'air perturbé par les accrétions de givre dont les avions étaient victimes. La physique de l'accumulation de glace explique pourquoi le manche du vol 184 s'est braqué vers la droite. Les turbulences sur l'extrado étaient si fortes qu'elles ont relevé l'aileron et précipité l'avion dans un fort roulis. L'aileron étant relié au manche par un câble, il bloque les commandes vers la droite. La violence des turbulences qui s'exercent sur l'aileron est telle que même deux hommes sont incapables de contrebraquer. On a estimé cette pression et on sait que les pilotes devaient s'opposer à une force aérodynamique d'environ 115 kg. Plus gênant encore, l'ATR n'a pas de direction assistée. La force est donc transmise telle qu'elle dans les commandes. Les pilotes ne sont pas en mesure de contrer l'air qui fait pression sur leur aileron. Pour le responsable de l'enquête, les gouttelettes surfondues qui ont créé le dépôt de glace sur les ailes sont désormais les suspects numéro 1. Mais encore, faut-il le prouver. L'analyse commençait pour de bon, parce qu'on devait établir ce qui était arrivé à l'avion pendant le vol. Les données de l'enregistreur de paramètres étaient bonnes. Elles nous disaient ce qui s'était passé, mais pas pourquoi. Il fallait donc arriver à faire un modèle de ce givrage. Au moment de l'accident, la NASA commence tout juste à étudier les effets des gouttelettes surfondues sur les avions. Les enquêteurs font donc appel à son aide. Les deux organismes mettent sur pied une expérience audacieuse. Ils utilisent un avion de ravitaillement en vol de l'armée de l'air américaine pour fabriquer un nuage de gouttelettes surfondues. Dans son sillage, un ATR-72. Une teinture jaune contenue dans l'eau indique aux enquêteurs comment les gouttelettes recouvrent l'appareil. Cette expérience devrait permettre de résoudre la dernière énigme. Comment la glace a-t-elle totalement fait perdre le contrôle d'un avion ? Un des principaux objectifs de cette expérience était de comprendre comment la glace s'accumulait sur l'avion, et surtout les effets de cette accumulation dans les différentes configurations de l'avion sur les gouvernes, c'est-à-dire les ailerons. Les enquêteurs font alors une découverte surprenante. Une action apparemment anodine censée améliorer le confort à bord a peut-être provoqué le désastre. Vous voulez quelque chose? Pas moi. Pendant que l'ATR volait en circuit d'attente, le commandant de bord a remarqué que le nez était très relevé. L'avion cadre pas mal en virage. Cette position provoquait une inclinaison désagréable en cabine. Je mets les volets à 15 ? Baisse le nez. D'accord. Déployer les volets permet de faire baisser le nez et de rendre le vol plus confortable. Ça va donner de l'élan à Sandy. Mais quand les enquêteurs reproduisent cette manœuvre, ils constatent qu'elle a un impact important sur l'endroit où le dépôt de glace se forme. Elle aggrave le problème. En exposant une surface plus importante de l'extrado aux gouttelettes, le dépôt de glace se forme là où il est apparu le jour de l'accident. Tout ça parce que les volets étaient à 15 degrés. Ça va bien mieux avec les volets à 15. L'équipage du vol 184 ignore qu'un dépôt de glace de plus d'1 centimètre d'épaisseur s'est formé sur le dessus de l'aile. Eagle 184, descendez et maintenez 8000 pieds. Descendons à 8000, Eagle 184.
L'accumulation de glace n'a aucun effet jusqu'au moment où l'OPL descend à 8000 pieds. Je le savais. La descente augmente la vitesse R. Ça déclenche une alarme du calculateur de vol qui informe les pilotes qu'ils volent trop vite pour garder les volets sortis. J'essayais de rester à 180 nœuds. Jeff Gagliano rentre alors les volets. Mais ce geste apparemment anodin modifie complètement l'aérodynamique de l'ATR. Quand les volets ont été rentrés pour descendre à 8000 pieds, le nez de l'avion est remonté très fortement. L'écoulement de l'air sur les ailes chargées de glace est alors perturbé. Les turbulences qui apparaissent relèvent les ailerons et précipitent l'avion dans un roulis vertigineux. L'avion décroche et tombe comme une pierre. Si l'avion s'était trouvé 2000 ou 3000 pieds plus haut, il est très probable que les pilotes auraient pu récupérer le contrôle de la situation avant que l'ATR ne s'abatte à terre. Le NTSB a découvert le défaut fatal d'un avion très populaire. Mais l'inquiétude ne fait qu'augmenter, car si rien n'est fait, ce genre d'accident a toutes les chances de se reproduire. Les enquêteurs concluent qu'un problème de conception des ailes rend l'ATR vulnérable. La FAA, l'autorité fédérale américaine de l'aviation civile, prend des mesures draconiennes. Nous allons publier une directive de navigabilité cet après-midi pour interdire l'utilisation de ces avions en cas de risque de givrage. La FAA empêche tous les modèles d'ATR 72 de voler en cas de risque de givrage, ce qui sème la zizanie parmi les compagnies aériennes régionales comme American Eagle. Le grand public, lui, s'interroge de plus en plus sur la fiabilité des ATR. L'accusation la plus lourde porte sur le fait que la FAA s'est appuyée sur les autorités françaises pour les essais de certification, essais qu'elle s'est ensuite contentée d'avaliser sans les vérifier. L'ATR 72 n'a jamais vraiment été testé par la FAA de quelque manière que ce soit, contrairement aux avions fabriqués aux États-Unis. L'avionneur propose de régler le problème en installant des dégivreurs plus larges pour qu'ils recouvrent une portion d'aile plus importante. Il revoit également les procédures à suivre et interdit aux équipages d'utiliser les volets ou le pilote automatique dans des conditions de givrage. En conséquence, la FAA diffuse une directive modifiée assouplissant les limitations d'emploi des ATR. La plupart des compagnies aériennes décident de ne pas courir le moindre risque. Elles déplacent leur flotte vers le sud où un climat plus chaud réduit les risques de givrage. L'accident de Roselawn est aussi le point de départ de recherche sur le givrage et les conditions qui le provoquent. Il existe beaucoup de données météo, satellites, radars, observations de surface, et on en a de plus en plus. Des techniques de prévision sont mises au point pour indiquer aux pilotes les zones de givrage afin qu'ils les évitent. Mais on travaille sur les moyens de les faire parvenir à ceux qui en ont besoin. Les agents d'opération, les météorologues des compagnies aériennes et, si possible, les pilotes eux-mêmes. Mais beaucoup de ces changements seront longs à mettre en place. Et des pilotes comme Steven Frederick pensent que ce temps se paiera en vie humaine. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune technologie à la disposition des pilotes ou des équipes à terre pour prévoir avec exactitude où ces conditions de givrage vont se présenter. Une fois les avions en présence de ces risques, c'est trop tard. Les pilotes de ligne se transforment en pilotes d'essai. L'avion peut leur échapper complètement, sans prévenir, et en un clin d'œil.